Bonjour à tous. Lise Chasteloup reste très discrète sur sa vie personnelle. Elle lève légèrement le voile dans ses romans. Ainsi, son roman Petite Cosaque nous révèle le parcours de cette ancienne championne de voltige équestre et son roman Le Destin russe nous dévoile ses origines russes de par son arrière-grand-père venu guerroyer et trouver l'amour sur les terres lorraines. Mais que faisaient les soldats russes en France? Un épisode de la Grande Guerre peu évoqué dans nos livres d'histoire qui font la part belle aux batailles à Verdun et à la guerre des tranchées. Lise Chasteloup, bonjour. Bonjour. Le Destin russe reprend beaucoup l'histoire de votre arrière-grand-père. Donc, il faisait partie du corps expéditionnaire qui a été envoyé en France. Oui, alors j'avais très peu de choses à son sujet. Je savais qu'il était issu d'une famille plutôt bourgeoise de Moscou, qu'il était dans la cavalerie de Moscou, qu'il avait voyagé en transsibérien, fait tout le tour des comptoirs britanniques et français avant d'arriver à Marseille et puis de combattre sur le front de l'Est. Je savais qu'il avait fait un passage à Bordeaux aussi et à la faveur, on va dire, du hasard ou du destin, il s'est retrouvé paysan dans les Vosges. Donc j'ai voulu en savoir plus et c'est comme ça que j'ai découvert l'histoire du corps expéditionnaire russe qui, qui étaient ces Russes en fait? Alors ces Russes, en fait, le critère de sélection à la base était assez insolite puisque le tsar voulait faire bonne impression à la France. Donc quand Paul Doumer a rendu visite au tsar en décembre 1915, il a été convenu d'un envoi de troupes russes à partir de 1916, notamment l'envoi de la première et de la troisième brigade, la première brigade dont fait partie le personnage principal Alexei. Et les soldats devaient avant tout être beaux, incarner on va dire le type même du slave, les yeux clairs, les cheveux plutôt clairs aussi, être beau garçon parce que le tsar voulait faire bonne impression, sachant qu'après il se retrouve quand même complètement mutilés, tués dans les tranchées, ça montre déjà bien l'absurdité de la guerre. Mais que sont-ils venus faire en France? Ils sont venus combattre, aider la France, puisque la France et la Russie étaient alliées à l'époque, et puis ils sont venus en fait en soutien. Et en échange, la France devait livrer des armes à la Russie. Donc c'était le deal en fait qui avait été conclu. Et il y a eu 4 brigades qui ont été envoyées, dont les premières et troisièmes. Et puis ces brigades ont connu un destin assez tragique puisque à partir de mars 1917, le tsar abdique. En avril, on a l'offensive Nivelle. Oui, c'est vrai que la situation en Russie est très compliquée. Donc la situation se dégrade. Il n'espérait pas que cette guerre rallie peut-être les... Puis tout le monde pensait que cette guerre serait très courte. Donc c'est vrai que la situation lui a complètement échappé. Et ils se sont retrouvés dans une sorte de purgatoire apatride où d'un côté, le gouvernement en Russie change, ne sait pas quoi faire de ces soldats qui sont partis finalement en France, ne veut absolument pas les rapatrier parce que les troubles en Russie sont trop importants, la question de prolonger la guerre ou pas n'est pas tout à fait non plus claire. Et puis en France, on les considère comme des révolutionnaires, comme pouvant effectivement inciter les soldats français à faire des mutineries. Ils sont donc parqués à la Courtine, qui est un camp dans la Creuse, et là a lieu finalement 2 ou 3 mois avant la Révolution d'octobre, une mini-révolution, une guerre civile entre blancs et rouges. Je schématise un peu parce que tout ça est beaucoup plus compliqué et on le voit très bien dans le livre. La France a décidé de faire de ces soldats en fait finalement une sorte de prisonniers de guerre en les envoyant dans l'est de la France aux travaux des champs et à la voirie. C'était des travaux extrêmement pénibles. On va y revenir encore tout à l'heure. L'armée du tsar est très vite dépassée, on l'a vu. Alexei, il sert l'armée en tant qu'officier infirmier. Oui. Il voulait être médecin. Il est blessé et il retourne donc dans sa famille en convalescence. On retrouve Igor, qui est son frère aîné. Les rapports entre les deux frères ne sont pas très simples non plus. Non, les rapports ne sont pas simples parce que c'est avant tout une question de valeur. C'est-à-dire qu'en fait, Igor souhaite reprendre les soieries familiales. C'est plutôt un bourgeois, c'est plutôt un industriel. Alexei est un idéaliste. Il a choisi la médecine. Il a plutôt envie finalement de faire don de lui, d'une certaine façon, don de ses capacités pour le bien commun. Les deux ont vraiment des aspects très très différents. Après, c'est des choix de vie et c'est vrai que moi j'ai voulu en fait avec ce livre aussi non pas être juge parce que ça je laisse vraiment le lecteur décider et c'est pas voilà mais Alexei en fait développe une sensibilité finalement qu'Igor n'a pas et puis c'est une façon tout simplement d'essayer de se trouver, d'essayer de se révéler dans cette histoire quand l'histoire s'en mêle, quand le destin s'en mêle, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on est fidèle à ses idéaux, à quel prix et puis comment fait-on pour bien vivre quand on ne décide pas tout simplement. Et le roman, c'est un aller-retour entre la France et la Russie. En France, ça se passe dans un village vosgien. Oui. On découvre Marie qui habite
habite Ado-la-Tour. D'un autre côté, il y a en Russie la famille d'Alexei et cet échange épistolaire entre Alexei et sa mère Irina qui nous révèle beaucoup sur la Russie. Oui, parce que ce que j'ai voulu faire en fait à travers ces lettres-là, c'est à la fois montrer l'attachement d'une mère à son enfant et de l'enfant à la mère aussi, peu importe finalement l'âge qu'ils aient, mais surtout restituer un contexte historique qui n'est pas facile finalement, que tout le monde ne connaît pas, c'est-à-dire la Russie à cette époque-là, avec tous les troubles qui l'agitent, avec comment finalement on arrive à voir qu'une révolution va arriver, comment on arrive finalement à... qu'est-ce qui fait qu'on arrive à déceler que là, on va trop loin et le pays bascule. Quel est le rapport? On a le sentiment qu'Alexei est plus proche de sa mère, la correspondance s'établit entre deux, mais pas vis-à-vis de son père. Le père serait plus proche d'Igor. On ne comprend pas très bien la relation. Disons qu'en fait, Igor et son père Simon ont tous les deux, on va dire, la fibre mercantile, tout simplement. Ils se retrouvent sur énormément de sujets. On va dire qu'Igor est un peu le fils idéal que Simon a voulu, et qu'Alexei fait un petit peu office de vilain petit canard. Il ne veut pas reprendre les soirées familiales. Il veut vivre tout simplement sa vie comme il l'entend. Et là-dessus, sa mère le comprend très bien, puisque sa mère, en fait, voilà, beaucoup d'affinités. Sa mère le porte aussi et lui dit, mais réalise-toi comme tu as envie de te réaliser, tout simplement. Les soldats russes deviennent indésirables dans leur pays et sont envoyés dans les fermes françaises pour pallier le manque de main-d'œuvre. C'est là que Marie rencontre Alexei. Écoutez. Alexei entreprit de lui décrire les terres autour de Bogorodsk. Marie écoutait sans mot dire, regardant Alexei lui parler de ce pays qu'elle cherchait à entrevoir sur ce visage d'homme, le premier qu'elle contemplait d'aussi près depuis Giuseppe. Elle y devinait la glace à ses yeux, le blé fané à la naissance de sa barbe au reflet roux. La voix d'Alexei chantait les rivières, les vents, les poissons, les oiseaux, les prés. Ses gestes mimaient ceux des artisans, de ceux qui se fient à leurs mains comme le menuisier aux écorces, le forgeron au feu et le paysan à la terre. Et elle se sentit imperceptiblement basculer, entraînée dans un pays qui n'était pas le sien, mais dont la ressemblance avec le sien était troublante. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces soldats qui sont venus en France, de leurs espoirs, de leurs attentes ? On peut dire tout simplement qu'ils ont une vie qui a totalement basculé pour chacun d'entre eux, c'est-à-dire avec des dilemmes assez cornéliens. Est-ce qu'ils font le choix finalement d'attendre en France que les choses se calment en Russie? Est-ce qu'ils font le choix de rester parce que certains d'entre eux aussi tombent amoureux, ont envie de faire leur vie, sachant que de l'autre côté ils n'ont pas forcément de nouvelles non plus de leur famille? Que sont-elles devenues? Est-ce qu'on nous ment pas? Donc tout ça est quand même est très difficile à supporter, et on le voit bien dans le livre. C'est vrai que l'échange entre Alexei et sa mère n'est pas non plus régulier, parce que ce soit l'armée ou que ce soit aussi le pouvoir, on décide tout simplement de couper les ponts entre l'Orient et l'Occident, même si la Russie n'est pas tout à fait l'Orient. Mais donc ça c'est important. Et puis qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire quand on ne sait plus finalement qui reste, qui est encore vivant dans son pays, quand on ne sait plus, quand on ne peut plus faire ce pourquoi on avait été formé. Pour Alexei, il s'agit de la médecine. Qu'est-ce qui nous reste? Et il nous reste l'amour, il nous reste ce qui nous anime finalement au plus profond de nous, les motivations qui peuvent être personnelles. Vous, par exemple, en tant que carrière petite fille d'immigrés, quel regard vous portez sur tous ces gens qui sont venus aujourd'hui? Moi, je les ai trouvés toujours très courageux. Et par rapport à la situation actuelle, c'est vrai, quand on voit les migrants, je crois qu'on ne saisit pas suffisamment, ou on ne comprend pas suffisamment en fait le déchirement qu'il y a tout simplement à l'intérieur des êtres. On peut avoir une déchéance sociale, mais c'est pas, à mon sens, c'est pas le pire. À mon sens, le pire, c'est quand on a vraiment un déchirement affectif aussi, parce que là, on est tout seul au monde. Et qu'est-ce qu'on fait? Et c'est quoi la suite de l'histoire? Ce sont des enfants, qu'est-ce qu'on fait? Comment on se reconstruit? Le village d'Ado-la-Tour, alors j'ai cherché, ça n'existe pas dans les Vosges. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est ce village d'Ado-la-Tour qui ne figure sur aucune carte?
Alors il s'agit en fait du village d'Adol, qui est le village d'où était originaire mon arrière-grand-père. Mais j'ai voulu, pour les besoins narratifs, travestir en fait ce nom de village parce que, à mon sens, c'est un peu une allégorie de tous les villages à cette époque-là. Et je voulais vraiment lui donner un aspect universel aussi, qu'on puisse retrouver justement la vie d'un petit village en arrière du front à cette époque-là. Qu'est-ce qui s'y passe, comment on survit, qu'est-ce qu'on fait. Voilà, alors, il se passe beaucoup de choses dans ce village, notamment la disparition d'une jeune femme, Suzanne, oui. et qui met tout le village en émoi. Et on peut noter un personnage assez sombre qui s'appelle Médard, c'est l'instituteur. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce personnage qui est très troublant? Ce personnage, en fait, est un peu, je dirais, le portrait inversé d'Alexei. C'est-à-dire que Alexei subit une déchéance sociale, néanmoins, il tente de rester fidèle à ce qui l'anime au plus profond de lui, ses idéaux, ses convictions personnelles. Médard, lui, voit déjà l'aspect social comme étant primordial, au détriment finalement de ce qu'il peut éprouver aussi. Et c'est ça en fait qui lui fait défaut, c'est qu'il n'a pas suffisamment de discernement pour... en fait, il ne s'autorise pas tout simplement à vivre sa vie comme il a envie de la vivre. Et il est tributaire de cette épée de Damoclès. Et l'instituteur avait un rôle très important dans les villages aussi. Oui, il bien devait sûr. Répondre aussi à son... Oui, et c'était un référent culturel, ce qui était pas rien non plus. Et puis en même temps, c'était une façon de montrer aussi que même si on peut avoir une fonction sociale particulière, dans sa propre vie, on n'a pas forcément les mêmes qualités qu'on emploie dans sa profession ou dans ce métier-là, tout simplement. Non, peut-être revenir, vous êtes championne de voltige équestre? Oui. 2 fois, non, il me semble. Alors j'ai été 2 fois championne de France de voltige équestre. J'ai fait de la voltige équestre à Épinal avec un groupe de jeunes femmes et puis c'est vrai qu'on a eu une aventure assez formidable puisque on a commencé quasiment à partir de rien et puis à force d'abnégation, d'efforts, de moments aussi difficiles parce que la compétition c'est pas toujours très réjouissant et c'est pas simple. Vous parlez de tout ça dans un autre livre qui s'appelle La Petite Cosaque. Voilà, exactement. Donc j'ai voulu retracer ce parcours de compétiteur dans ce livre Petite Cosaque où j'évoque aussi, mais vraiment de façon très sibylline, le portrait de cet arrière-grand-père. Parce que quand on vit ses rêves, en fait, on est porté aussi par eux. Et voilà. Ça va être votre genre, des romans autobiographiques ou biographiques Non, je ne m'interdis rien. J'aime beaucoup la veine historique parce que je trouve que voilà, on a toujours effectivement, même si c'est un peu cliché de dire ça, mais on a toujours à apprendre de l'histoire et les hommes l'oublient aussi facilement. Et puis voilà, le fait de changer d'époque, de changer de pays, je trouve ça très romanesque, tout simplement. Ben voilà, Lise Chasteloup, on arrive au terme de cette émission. Merci d'être venue. Je rappelle que votre roman est publié chez Gallimard, ainsi que La Petite Cosaque. Qui est publié aux Belles Lettres. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous et à très bientôt entre les lignes.